Je me présente, donc je suis Jean-François Longy, je suis le cofondateur de la société Cybercité. Cybercité est une agence spécialisée dans tout ce qui est génération de trafic. On est la première agence SEO en France avec 100 collaborateurs et 9 millions d'euros de marge brute. Ce dont on va parler aujourd'hui, si le bip fonctionne, je vais voir si ça fonctionne, voilà. Je vais d'abord vous présenter en 1 ou 2 minutes nos métiers. Cybercité est implantée à Paris, à Lyon, à Chambéry, à Nice et on est spécialisé dans tout ce qui est génération de trafic. On va travailler sur le référencement naturel, sur le référencement payant, sur tout ce qui va être publicité dans les moteurs de recherche et sur les médias sociaux. Et ensuite, on a une expertise très forte sur tout ce qui est analytics, analyse, suivi des performances, que ce soit du référencement naturel ou du référencement payant. Les secteurs dans lesquels on intervient, on a à peu près un tiers de notre activité qui est dédiée au e-commerce. On travaille beaucoup pour des e-commerçants, des petits, des moyens, des gros, beaucoup pour des enseignes qui sont e-commerçantes ou non. Après, ça dépend des cas, beaucoup y viennent. Et on a une grosse activité aussi sur le e-tourisme avec des centrales de réservation qui sont aussi du e-commerce et des offices de tourisme et une petite partie B2B. Je vais vous demander de lever la main pour les personnes qui sont e-commerçantes. Est-ce qu'il y a des personnes e-commerçantes dans la salle ? Vous êtes minoritaire aujourd'hui, donc j'en parlerai un petit peu, mais je ne donnerai pas que des exemples e-commerce. Les clients pour lesquels on intervient sont dans à peu près tous les secteurs, tous les sujets en France. On peut accompagner des clients depuis 10 ans comme Orpi, premier réseau d'agences immobilières en France, comme Pôle emploi. Air France, on gère le référencement naturel dans le monde entier de tous les sites e-commerce, de tous les sites d'Air France. Ce que je vous proposerai au fil de la discussion et peut-être à la fin et quand vous serez chez vous, c'est de vous rendre sur notre site internet ou sur notre stand qui est le stand H15. On écrit régulièrement des livres blancs sur tous les sujets sur lesquels on travaille, sur AdWords, sur le linking, sur le mobile. Et vous en trouverez certains sur notre stand, notamment celui sur le netlinking et celui sur comment rater sa refonte, ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc vous trouvez ça sur notre site internet. Donc ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui et ce qu'on va essayer de voir de façon aléatoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si ce que je dis vous semble obscur ou complètement aberrant, n'hésitez pas à me couper et à poser des questions. Ça sera d'autant plus intéressant pour vous et pour les personnes qui sont dans la salle. L'idée, en fait, c'est de lister une dizaine de points qui sont vraiment importants quand on veut vivre ou survivre sur Google. Je vais parler essentiellement de référencement naturel à 95%. L'idée, c'est de savoir par quoi il faut commencer, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et souvent, quand on écoute les consultants SEO, quand on a soi-même son expérience, on se trompe, on va miser sur des sujets qui ne sont pas forcément les bons, on va investir beaucoup de temps sur des choses qui, à terme, n'apportent pas des gains d'audience significatifs, que ce soit en e-commerce ou pour des sites B2B classiques. On se trompe souvent de sujet et il ne faut pas, on va dire, faire l'impasse sur des choses qui pourraient être évidentes. La première chose quand on fait du SEO, et ça c'est en général dans le web marketing, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, il y a une grosse notion de veille, d'analyse, de recherche. L'idée, c'est de savoir tout ce qui se passe, toujours connaître les tendances. Hein. C'est comme ça, on fait des titres très aguicheurs pour nos conférences, pour faire croire qu'on va donner des tendances fabuleuses pour 2016. Un des points importants, c'est de rechercher, de veiller. Et une des particularités qu'on a, nous, sur ces sujets-là, c'est qu'on développe des outils qui nous permettent d'automatiser toutes ces informations, qui nous permettent d'automatiser la récolte d'informations et tout ce qui pourrait être, à terme, pénalisant ou ennuyeux pour un site internet. J'ai listé par exemple ici un de nos outils. On a eu de plus en plus de sociétés qui ont été victimes de ce qu'on appelle de négative SEO, c'est-à-dire qu'elles ont subi des attaques d'autres sites ou d'autres acteurs qui leur envoyaient des masses de liens qui venaient de Chine, du Pakistan et qui avaient vocation à déstabiliser leur visibilité. On a été confronté à ce sujet 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a développé un outil qui permet d'identifier sur les sites, quand on commence à avoir des vagues de liens qui arrivent, d'identifier des sources, qu'elles soient chinoises, pakistanaises ou indiennes, qui pourraient être pénalisantes pour les clients. L'idée, c'est de capitaliser sur ces outils-là, de faire de la veille et de pouvoir ensuite automatiser et industrialiser ces outils pour pouvoir en tirer des performances pour nos clients, là, dans ce cas-là, pour, on va dire, protéger la santé de nos clients. Donc, un des points importants, pas pour être visible sur Google, mais globalement pour bien vivre son référencement, c'est de surveiller ce qui se passe, d'être en veille et ensuite d'en tirer des conséquences, d'en développer des outils qui vont nous permettre d'être plus performants. Ça peut être le job d'agences comme nous, ça peut être le job de certaines personnes chez des gros e-commerçants ou sur des gros sites. C'est vraiment un des points importants. Alors, je crois que j'ai été trop vite. Ou alors, il me manque une slide. Voilà.
La première chose à savoir et à connaître, c'est que pour être bien avec Google, il y a des règles de savoir-vivre qu'il faut savoir outrepasser. Google édicte des guidelines pour les webmasters qui indiquent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour être bien référencé et pour ne pas être, on va dire, expulsé, blacklisté, accusé de spam dans Google. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà subi des pénalités manuelles ou algorithmiques sur leur site internet, si elles veulent bien lever la main? Un petit monsieur qui sache. Deux. Les gens se cachent. Avant il n'y en avait pas. L'année dernière, il y avait la moitié de la salle qui avait subi des pénalités. Quand on dit pénalité, c'est j'ai subi un panda, un pingouin, j'ai reçu un carton rouge de Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google édicte des règles qui sont consignées dans les guidelines. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Webmaster Guideline et vous allez avoir tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et Google va vous dire qu'il faut avoir un bon contenu, je vais le dire aussi. Google va vous dire que les liens sont bons pour votre référencement, mais qu'il ne faut pas en faire parce que c'est une façon de tricher. Il va vous dire tout un ensemble de règles. Si vous vous tenez sagement à ces règles-là, votre site sera peut-être correctement référencé, un petit peu. Par contre, si vous êtes dans un domaine qui est concurrentiel, et je ne doute pas que vous en soyez, vous allez vite vous retrouver coincé si vous appliquez à la lettre les consignes de Google. Pourquoi ? Parce que Google protège ses secrets de fabrique et essaye de repousser avec tout un ensemble de messages au webmaster. Il envoie des messages pour leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. On a des exemples très forts et je vais parler du linking à la fin. Aujourd'hui, on sait que faire des liens vers un site internet améliore sensiblement son référencement. Alors, on expliquera ça tout à l'heure. Il y a lien et lien. C'est comme il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Les liens, c'est pareil. Il y a des liens qui peuvent être très efficaces, il y a des liens qui peuvent être très nocifs. Globalement, Google dit deux choses. Google dit, pour être bien référencé, il faut avoir des bons liens. Et pour avoir des bons liens, le seul moyen, c'est d'avoir un bon contenu. Comme vous allez avoir un bon contenu, les internautes, les blogueurs vont s'en rendre compte tout seuls et ils vont faire des liens vers votre site. Sauf que dans la réalité, vous avez constaté, sauf exception, que les internautes ne se rendent pas compte que vous avez un bon contenu et naturellement, ils ne font pas des liens vers votre site internet. Et parallèlement à ça, on sait que les liens sont bons. La seule solution que l'on puisse entreprendre, c'est d'aller chercher des liens qui ne sont pas naturels et qui, ceux-là, sont proscrits par Google et sont globalement, qui peuvent être pénalisants. Google aussi dit qu'on ne doit pas faire de requête automatique vers Google. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, je suis sûr que vous suivez vos positions pour savoir sur les mots-clés qui vous intéressent, quelle est votre position dans les moteurs de recherche. Vous faites ça avec un logiciel, vous faites ça avec un service. Vous envoyez des requêtes automatisées. Ces choses-là sont interdites par Google. Donc si vous suivez les guidelines de Google, vous faites plein de choses qui sont totalement utiles et totalement efficaces pour votre site internet, mais c'est pas bien et potentiellement vous pouvez être pénalisé. Donc la première chose, c'est connaître les guidelines et savoir à quel moment on doit les outrepasser. Sans cela, on est condamné à mettre sa carte bleue dans la machine et acheter des liens sponsorisés gentiment et sagement. Alors si je reviens en arrière, j'avais autre chose. Hop. Quels sont les risques ? Si on outrepasse ces limites, il y a deux risques. Un, c'est que ça fonctionne. C'est de dire, j'ai pas fait comme il fallait, mais globalement, ça fonctionne bien. Je rencontre toujours des gens qui me disent, je comprends pas, mes concurrents, ils abusent, ils font des liens dans tous les sens, c'est dégueulasse, il y en a des milliers, c'est complètement abusif, mais ils sont premiers. Et je dis, ils ont peut-être eu raison à un bon moment, et puis peut-être que ça ne durera pas, mais ça n'empêche que pendant ce temps-là, ils font le business. Le gros risque, c'est que ça fonctionne. Le risque aussi, c'est d'être pénalisé. Alors, quelles sont les pénalités ? Il y a deux types de pénalités. Il y a la pénalité manuelle. Google va dire, toi, tu as grugé, tu as fait des liens qui sont, on va dire, artificiels et qui sont faits uniquement pour faire grimper ton référencement. Là, Google va dire, ton site est pénalisé à cause de liens, de contenu de faible qualité. Et ensuite, il y a les pénalités algorithmiques, Panda, Pingouin, qui vont pénaliser tout un ensemble de sites qui ne correspondent pas aux nouveaux critères que Google a décidé comme étant qualitatifs. Le bonheur dans cette affaire-là, c'est qu'il vaut mieux être soumis à une pénalité manuelle, c'est-à-dire que si vous avez une pénalité manuelle, vous en êtes informé par Google et vous dit tu as fait telle chose, c'est pas bien. Vous pouvez dire oui, c'est le stagiaire qui a fait ça, je suis désolé, les liens, je ne savais pas ce que c'était, vous mettez à quatre pattes et puis un mois après, le truc est effacé. Si vous avez une pénalité algorithmique, vous ne pouvez rien faire. Le stagiaire, il y est pour rien. Il a rasé tout le monde. Il faut attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de revenir. Donc le bonheur, c'est la pénalité manuelle parce que vous pouvez vous en sortir. La pénalité algorithmique, en général, c'est très compliqué, c'est très long et c'est assez injuste parce que ça touche souvent des sites qui n'ont pas tellement abusé. Donc si un jour vous avez une pénalité, ne pleurez pas trop longtemps. C'est quelque chose qui n'est pas très grave. Ça peut être pénalisant pour le business, mais globalement,
le jeu peut en valoir la chandelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est le Graal et qu'il faut passer par là, mais en tout cas, ce n'est pas grave. C'est ce que vous encourez si vous transgressez les guidelines. Transgressez-les quand même, c'est relativement efficace. Deuxième point qui est important, si on veut être bien et longtemps sur Google, je vais regarder le chrono pour ne pas m'enflammer, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Qu'est-ce que l'hygiène? Un site internet, globalement, pour être bien référencé, il y a trois types d'éléments sur lesquels on va aller travailler. Il y a un, le contenu, deux, il y a la structuration technique des pages, le site, et puis ensuite, il y a la partie linking. Quand on parle d'hygiène, je parle de technique. C'est-à-dire qu'un site internet peut, pour des raisons de développement, pour des raisons de serveur, commencer à produire des erreurs, et ces erreurs peuvent être assez pénalisantes en termes de référencement. Donc l'hygiène est vraiment importante, et le code magique, c'est le code 200. C'est-à-dire que toutes vos pages, l'idéal, c'est que toutes les pages d'un serveur et d'un site web répondent avec un code d'entête de 200. 200, ça veut dire que la page fonctionne. Vous connaissez tous les pages 404, les erreurs 500 sur les serveurs. Le Graal, c'est d'avoir 100% de 200. C'est assez rare, mais c'est ce qui prouve que votre serveur a une hygiène irréprochable. Il faut sortir absolument toutes les erreurs qui sont listées ici, 404, 301, 500. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes et qui sont assez souterraines, c'est-à-dire qu'on part des pages 404 sans que ça pénalise le site, c'est-à-dire que l'internaute, il va arriver sur le site, il ne va pas forcément les voir. Par contre, Google, quand il va crawler les pages, quand il va aller voir les choses, il va se rendre compte qu'il y a un problème d'hygiène, il y a tout un ensemble de pages qui ne sont pas où elles devraient être, il y a tout un ensemble de pages qui ne sont pas redirigées, il y a des erreurs, et ça, globalement, ça peut passer inaperçu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a aussi la question, je vais vous dire ce que ça peut engendrer derrière. Vous pouvez aussi avoir des questions de duplication de contenu. Vous êtes un site e-commerce avec des filtres, sur Magento ou PrestaShop, vous allez avoir 1000, 2000, 3000 produits, puis vous allez avoir 30 000 pages indexées. Ça doit piquer les yeux, ça doit faire mal. C'est un problème d'hygiène. Et Google ne doit pas indexer 30 000 pages quand il y a 3000 produits. Mais c'est des choses qui arrivent fréquemment. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vos positions, elles vont descendre et vous allez vous poser les questions. Pourquoi? Est-ce qu'il faut que je fasse plus de contenu? Non, c'est juste un problème d'hygiène. C'est que votre site, il est mal géré, il est trop indexé alors qu'il ne devrait pas l'être. Ça, c'est un des points qui est vraiment important, qui ne se voit pas bien, mais qui va faire diminuer sensiblement votre visibilité dans le temps. Et à terme, ça peut provoquer des choses de ce genre qu'on va voir après. J'ai pris l'exemple d'une personne qui m'a contacté le mois dernier, qui m'a dit le 13 février, monsieur, j'ai été victime d'une pénalité. C'est-à-dire que je suis passé, j'avais 5000 visiteurs par jour sur mon site, j'avais 2000 visites SEO, et puis je suis passé à 1000. Donc j'ai une pénalité. Donc quand il m'a dit ça, je dis oh, tu passes de 1000 à 2000 du jour au lendemain, c'est en général que tu as dû faire des conneries. Alors le monsieur ne savait pas me dire pourquoi. Et puis en creusant les trucs, c'est pas le 13 février, c'est pas un jour, il y a une mise à jour de Google qui pourrait expliquer une pénalité algorithmique ou une mise à jour. Et puis quand on regarde les outils Webmaster, globalement, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de souci quand on cherche. Le serveur, depuis des semaines, se mettait à produire des erreurs 500, des erreurs internes. Pendant plusieurs semaines, ça a engendré des erreurs. Et à un moment donné, toutes les pages ont été désindexées. Il avait des positions fabuleuses sur tout un ensemble de mots-clés génériques qui étaient les beaux mots-clés du marché. Il s'est retrouvé, sa page d'accueil ne ressortait plus. C'était la page d'accueil de son blog qui ressortait quand on tapait le nom de sa boîte. Donc globalement, c'était un problème d'hygiène et il a fallu 2 mois. Alors déjà, il a fallu qu'il s'en rende compte, qu'il se dise tiens, j'ai une pénalité, qu'il appelle quelqu'un. Et il a fallu 2 mois pour retrouver l'audience de l'année précédente à hauteur de 2000, 1800 visiteurs par jour issus du SEO. Simplement parce qu'il y avait des erreurs sur son serveur. Donc notez bien que c'est quelque chose de vraiment important, l'hygiène. Ça peut engendrer des choses sourdes qui peuvent avoir des conséquences qui sont bruyantes. La question de la rapidité du site, l'année dernière, j'ai fait une conférence ici, j'avais dit la vitesse d'un site internet, la vitesse d'un serveur n'a pas d'impact sur le référencement. La vitesse, alors il y avait quelqu'un qui avait tweeté en disant ça fait des années que tout le monde le sait, que Google... Je dis oui, mais c'est pas parce que Google dit que c'est important que c'est la réalité. Et quelques jours après, j'étais content, il y avait un porte-parole de Google qui a dit oui, la vitesse d'un site, on ne sait pas vraiment si ça a une incidence ou pas. Globalement, la vitesse d'un site peut avoir une incidence en termes de référencement de façon indirecte. De quelle façon? C'est que Google va mettre plus de temps à indexer vos pages. Le temps qu'il va passer à aller visiter l'ensemble de votre contenu va être plus long. Et globalement, il va revenir moins longtemps. Il va visiter moins de pages. Et ça va avoir un impact doux et léger et déplaisant sur votre positionnement. Mais globalement, la vitesse du serveur n'aura pas d'impact direct. Par contre, la vitesse du serveur va avoir un impact très important sur la perception que vont avoir vos clients, vos prospects sur votre site. Et plus il ira vite, plus ils vous le rendront. Donc ne pensez pas que Jean-François Longy est en train de dire qu'un site lent, c'est bien. Non, c'est bien pour vos clients. Mais par contre, en termes de référencement et d'indexation directe,
globalement, c'est un critère parmi d'autres qui est plutôt mineur par rapport à ceux qu'on va présenter après ou avant. Visez le 200 à 100%. Une des choses aussi qui se passe beaucoup, ça revient à la question de l'hygiène, c'est la refonte. Depuis 2 ans, votre agence web, Google, vous dit attention, il faut passer en HTTPS parce que Google l'a dit. Attention, Google a dit qu'il fallait passer au mobile, sinon notre site allait être moins bien pris en compte. Donc depuis 2 ans, on voit une quantité de refonte gigantesque. Quelles sont les personnes qui, dans les 18 derniers mois, ont refondu leur site internet ? Plus que les pénalités. Donc c'est un phénomène qui est réel. C'est un phénomène qui est réel et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que Google ne donne pas trop de pénalités, mais que les e-commerçants, les sites s'auto-infligent des pénalités. La refonte, c'est le meilleur moment pour perdre une grande partie de son audience, une grande partie de sa visibilité, parce qu'on n'a pas su gérer tout un problème d'hygiène sur le site internet. Donc globalement, cette tendance du mobile, de l'HTTPS amène à refondre et on se retrouve à avoir des sites qui sont moins bien qu'avant, qui sont moins bien indexés, qui ont de la duplication, les redirections sont mal faites. Et donc là, je vous invite, parce que je vais essayer d'aller vite, à notre livre blanc sur les 10 points pour rater sa refonte. Il y a 10 points qu'on voit classiquement et qui permettent de rater à coup sûr une refonte en termes de référencement. Si vous avez 3 points sur les 10 qui ne sont pas bons, vous allez avoir une baisse d'audience quasiment certaine. Je vous donne 1 ou 2 exemples qui sont stupides, qui relèvent de l'hygiène. On dit aux sociétés qui refont leur site internet, votre site en pré-production que vous êtes en train de construire, il ne faut pas qu'il soit indexé par les moteurs de recherche. Vous allez avoir votre site internet et votre site en pré-production. La pré-prod ne doit pas être indexée. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met un fichier robot sur cette pré-prod pour dire à Google, n'indexe pas et ne visite pas ces pages. Jusque-là, tout va bien. Quand c'est fait. Si ce n'est pas fait, il y a de la duplication de contenu avec l'ancien site, le nouveau site. Le jour où l'agence met en ligne, elle est speedée par son client, les délais sont courts, il faut mettre en ligne, il y a la saison qui arrive, un truc, elle pousse le site avec le fichier robot et le site disparaît. Du jour au lendemain. Le fichier robot TXT non index est toujours là. Il est poussé en production sur la totalité du site ou sur une partie du site et on a une visibilité qui s'effondre. Et on dit on a mal géré la refonte, on a mal géré les choses. Non, c'est juste un fichier qui dit à Google n'y va pas, c'est pas le moment. C'est un problème d'hygiène. Et ça, dans les refontes, on ne le voit pas à tous les coups. Mais on le voit quand même très souvent. Et ça peut être des erreurs qui sont sur quelques pages. On dit, on nous avait dit qu'il ne fallait pas indexer telle page, et puis on a des pages catégories qui disparaissent. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Attention aux refontes. Attention aux refontes. Gardez de la stabilité, gardez un niveau de contenu qui soit similaire, parce que globalement, c'est une opportunité importante de développer sa visibilité, mais c'est à coup sûr un piège. Et globalement, si vous faites des refontes uniquement pour passer par exemple en HTTPS, parce que Google vous a dit que c'était mieux pour votre référencement, c'est une erreur. Ça ne sert à rien de passer en HTTPS pour être mieux référencé. Si vous faites une refonte pour d'autres bonnes raisons et que vous passez en HTTPS, ça peut avoir un sens. Si c'est juste pour ça, attention à ce que dit Google. On a l'habitude de dire, l'année dernière, j'avais fait une conférence, c'était Google ment, où j'expliquais en fait tout ce que disait Google et dans quel cas ça avait un sens et dans quel cas ça n'en avait pas. On n'a pas réussi à prouver l'année dernière que le fait de passer en HTTPS avait un impact sur le positionnement dans les résultats de recherche. Si vous regardez les résultats de recherche de Google, vous verrez de plus en plus de pages qui sont en HTTPS. Parce que les gens y sont passés. C'est pas qu'ils sont mieux référencés, c'est juste qu'ils sont passés à HTTPS. Ça n'a pas changé leur visibilité, ça n'a pas changé leur vie. Donc attention à ces points-là. Il faut savoir stabiliser, capitaliser et faire des refontes qui soient propres et hygiéniques. Le mobile, j'y reviens. Le mobile, c'est la tarte à la crème ou la cerise sur le gâteau. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est plutôt le gâteau. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les chiffres sont connus, nous on mesure ça avec nos outils. Alors selon les clients, il y a une moyenne de 35, 36, 37% de l'audience des sites internet en France, en tout cas ceux qu'on mesure et globalement les sites en France c'est à peu près ça, qui sont issus de terminaux mobiles. Terminaux mobiles, c'est le téléphone, c'est la tablette et puis après vous avez le desktop. Donc là on a une tendance qui est très forte dans le temps au développement de cette audience-là. Il y a des annonceurs, je ne sais pas, quelqu'un qui vend des pizzas sur Internet livraison, il y a 70, 75, 80% de l'audience qui vient du mobile. Donc par rapport à mon histoire de refonte, je n'ai pas dit que c'était bête de faire des refontes pour le mobile, hein, mais par contre, il faut prendre en compte ces éléments-là. Moi qui suis en B2B, qui suis une vieille société d'Internet, on a 15% de notre audience qui est mobile.
Donc globalement, quand on cherche un prestataire web marketing, on est plutôt au bureau que dans la rue en train de chercher un truc, sauf à chercher l'adresse de la société. Mais globalement, ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment important. C'est des choses à prendre en compte. Mais attention à ce que dit Google. L'année dernière, il y a 1 an tout pile, Google a annoncé un changement de mise à jour par rapport à la meilleure prise en compte des sites mobiles, ce qu'on a appelé le mobile guédon pour certains trucs, le 21 avril. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on avait fait une mesure avant, avec nos outils Trackflow, on avait mesuré sur des centaines de milliers de mots-clés la visibilité des sites pour voir qui était présent dans le résultat de recherche. Et puis on a mesuré ça du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et puis le 21 avril, on attendait là comme ça, non, ça arrive. Puis le 21 avril, il ne se passe rien. Donc on se dit c'est nos machines, un petit peu de décalage. Puis le 22 avril, il ne se passe rien. Puis le 23 avril, il ne se passe rien. Et en fait, c'est un mensonge mondial qui a été diffusé par Google pour stresser les gens, pour les faire passer au mobile, pour les amener à autre chose. Globalement, le 21 avril 2015, il ne s'est rien passé dans Google ou rien qui ne soit perceptible et suffisamment perceptible pour dire oui, c'était vraiment important de le faire. Ne passez pas au mobile pour Google, passez au mobile pour vos clients, pour un autre. Si vous avez 50% de votre audience, même 40%, il faut avoir des sites qui soient adaptés au mobile. Mais attention, ça n'améliorera pas votre référencement de façon particulière. Quand on est sur les terminaux mobiles, Google va commencer à classer. Il s'est passé des choses depuis. Ça commence à accélérer. Mais globalement, faites attention à ça. Tout ce que dit Google n'est pas forcément juste. Et surtout, alors ça a été communiqué à tous les webmasters par les outils de communication webmaster. Tout le monde, on recevait des emails de nos clients. Qu'est-ce qui va se passer le 21 avril? Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Il y a eu beaucoup de refonte à ce moment-là. C'était pour le bonheur des agences web, en fait. C'était bien. C'est important pour le taux de transformation, c'est important pour l'expérience utilisateur, pour plein de bonnes raisons. Pour le SEO, c'est quelque chose de marginal. Et ce qu'on constate globalement, c'est que quand Google communique fortement sur un sujet pour dire « attention, ce point est important », on voit toujours le message quelques semaines après, quelques mois après, par un porte-parole un peu secondaire en disant « oui, c'est important, mais il y a d'autres choses plus importantes ». Ah, mais quoi alors? C'est pas le mobile, c'est pas l'HTTPS, c'est pas le temps de chargement des pages. Google protège son secret, protège son algorithme, c'est normal. Et du coup, on voit des informations qui nous permettent d'aller courir à droite à gauche pour mettre de l'authorship sur les pages, pour mettre du Google Plus à droite à gauche. Ils nous font galoper, mais ils vont jamais dire faites plus de liens vers vos pages, c'est ce qui va vous permettre d'éclater votre référencement. Mais par contre, la réalité, elle est comme ça. Je vais regarder mon chrono. Le local. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je suis en train de débiter à la hache? J'ai du temps. Oui. La question, c'est, je disais qu'il fallait couper l'indexation des sites de pré-production. Ça, c'est des choses qui se font, on va dire, au niveau du serveur, c'est même pas au niveau du CMS. Donc, on met un fichier robot, on bloque l'indexation. C'est une façon de faire qui est relativement simple. Et ça, quel que soit le système de gestion de contenu que vous avez, il faut le faire. Après, si c'est développé en local, ce qui se fait en général, ça ne pose pas de problème. Il faut le faire, c'est une règle de base. Après, ce n'est pas une question de CMS. C'est pas une question de CMS. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que j'enchaîne? Une des autres opportunités pour développer sa visibilité, c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, qui est assez peu exploité finalement par les e-commerçants, c'est la partie locale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une grosse partie des requêtes qui sont géolocalisées. Pneus Lyon, par exemple, marchand installateur pneus Lyon. C'est pas un beau mot-clé, mais là, j'ai pas l'inspiration aujourd'hui. Restaurant Lyon. Livraison sushi Lyon. Sont des choses qui sont importantes. Même quand on est e-commerçant, qu'on a une vocation nationale, la présence sur les pages locales peut permettre sur certaines requêtes d'avoir des visibilités qui sont extrêmement fortes. Quand on travaille sur des... tout à l'heure, j'ai parlé d'immobilier, quand on parle de maisons de retraite, les pages Google, My Business, les pages adresses ont des audiences qui sont extrêmement puissantes. Quand on arrive à les traquer, à les mesurer, ce qu'on a réussi à faire il y a quelques semaines avec un de nos clients, on se rend compte qu'il y a un nombre d'affichages de ces pages qui est délirant, qui est extrêmement important. Et on s'en rend assez peu compte parce que c'est souvent peu mesuré, c'est sur Google. Quand on le mesure, on a des effets qui sont extrêmement puissants, notamment quand on a des points de vente. C'est des choses qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir développer, parce que ça peut amener un surplus de visibilité au moment où les places se raréfient sur Google, qui est vraiment intéressant et qu'il faut exploiter, on va dire, de façon systématique. Si vous avez des points de vente, c'est évident de les animer, de mettre des contenus sur ces pages-là. Si vous n'en avez pas, il faut trouver des artifices pour essayer de se retrouver sur quelques cartes, sur les spots les plus importants, à Paris par exemple, sur lesquels vous pouvez avoir
vous pouvez avoir des grosses sources. Le point par lequel je commence usuellement et par lequel il faut commencer une stratégie de référencement, c'est le contenu. On dit content is king, donc on a toujours dit ça. Alors moi, ça fait la société Cybercité, je l'ai créée il y a 17 ans, le 1er avril 99, et j'ai fait du référencement à partir de 2000, ça ne me rajeunit pas. Et on avait déjà cette logique de dire à nos clients, il faut que vous fabriquiez du contenu pour vos pages, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors même qu'il n'y avait pas trop de Google, ça n'existait pas trop, ou c'était tout juste émergent, on parlait d'Alta Vista ou de choses comme ça, pour ceux à qui ça parle. Même en 2016, la stratégie qu'on avait en 2006, en 2008, en 2010, elle est valide. C'est-à-dire que le contenu est la base de tout. Il faut commencer par le contenu. Et j'allais dire, s'il ne doit rester que 3 éléments ou que 3 dernières choses à la fin, sur les poteaux, le contenu en fait invariablement partie. Madame fait la tête comme ça en disant non, c'est pas bien, c'est pas vrai. Ou elle aime pas les poteaux, j'ai l'impression. Mais il y en a tout le long après. Le contenu peut avoir plusieurs objectifs et il faut savoir penser les contenus pour différentes choses. Ce qui est important, et je vais en parler tout à l'heure par rapport à nos histoires de diffusion de contenu, de linking, c'est que le contenu, une fois qu'il est sur le site web, il faut savoir l'essorer. Quand je dis essorer, c'est qu'il faut le diffuser de partout. Sur Pinterest, sur Facebook, sur Twitter. Ça va participer à ce que j'appelle la naturalisation de votre profil. Ça veut dire que Google, et même n'importe quelle autre personne, va pouvoir considérer que vous diffusez des contenus, que vous pollinisez vos contenus un petit peu de partout. C'est que vous êtes une société qui a de l'intérêt, qui diffuse des contenus. Ça, c'est un critère pour Google. Comment il le prend en compte? Je vais en parler un petit peu après. On ne sait pas bien. Quel sens ça a? On ne sait pas bien. Mais par contre, si vous n'en avez pas et que vous mettez en place certaines choses derrière, ça va se voir tout de suite. On va voir que ça. Par contre, si vous êtes sur Twitter, que vous diffusez vos contenus, que vous êtes sur Pinterest, il y a des gens qui repinent vos images. Vous allez avoir des liens qui vont se créer naturellement. Donc le contenu, il va sur le site web et le contenu, il est fait en fonction de différents objectifs. Et aussi, on va travailler des contenus en fonction du secteur dans lequel on est. Si vous êtes dans le jouet, si vous êtes dans la montre, si vous êtes dans le spectacle, vous avez des contenus qui vont être différents. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des avis de clients. Ça, c'est aussi des contenus. Ça peut être évidemment du contenu textuel basique, on va dire bête, même s'il n'est pas bête. Mais il faut savoir ensuite adapter la production de ces contenus en fonction de la recherche universelle, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats qui sont affichés par Google. Et si vous êtes dans le voyage ou dans le tourisme, voyage c'est Air France, le tourisme c'est l'office de tourisme de Val Thorens, c'est des choses qui pourraient, on va dire voyage, c'est un peu la même chose que le tourisme. En fait, non. D'un côté, vous avez des images, d'autre côté, vous avez des vidéos. D'un côté, vous avez du shopping, d'autre côté, vous avez des images ou des cartes. Donc, en fait, en fonction de votre secteur, vous allez avoir à produire des contenus qui vont être différents. Il faut savoir mesurer en fonction des champs sémantiques que vous avez, quels sont les types de contenus qu'il faut produire, et ensuite les produire pour être présent en images. Je vous rappelle une chose qui, pour l'instant, est encore valide. Par exemple, quand vous êtes sur Google Images et que les gens cherchent en images, Google Images, c'est le seul endroit sur Google où vous n'avez pas de publicité. Il n'y a pas d'AdWords. Donc, si c'est important d'être dans les images et que vous n'êtes pas indexé, vous n'avez pas la solution de la carte bleue. Même si vous avez de l'argent, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes et c'est un des rares endroits où l'argent ne fait pas la loi sur Google. C'est peut-être provisoire, mais en tout cas, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Donc pensez-y, ces contenus, ce n'est pas uniquement du texte. Il faut savoir s'adapter à son sujet. Un bon contenu peut profiter longtemps, très longtemps, à l'image du contenu que j'ai mis en illustration. Il y a des contenus qui sont éternels, on appelle ça des contenus evergreen, des contenus toujours verts. Il y a des contenus qui sont placés sur des sites web et on voit au bout de 3, 4, 5 ans, ils produisent toujours autant d'audience. Il faut savoir réfléchir à la typologie des contenus qu'il faut créer et ensuite les utiliser. Il y a des contenus qui vont faire transformer. Vous enrichissez les pages de votre catalogue, de votre site e-commerce, ça va permettre d'augmenter un petit peu la longue traîne, ça va augmenter votre positionnement dans les moteurs de recherche. C'est pour faire vendre du GPS TomTom. Vous allez enrichir la page. Et puis après, vous allez avoir des guides d'achat, par exemple, qui vont parler des GPS. Et bien là, c'est des contenus qui vont être partagés, qui vont être lus, qui vont nous permettre de collecter des emails de prospects. Ce n'est pas des gens qui achètent directement, mais qui sont dans une phase d'achat. Donc, vous pouvez déterminer des objectifs différents en fonction des contenus que vous allez créer. Vous allez créer des objectifs différents, des contenus différents en fonction des objectifs. Une des mécaniques qu'on met le plus en œuvre et qui se développe de plus en plus, on appelle ça l'inbound marketing, ça se fait beaucoup en B2B, mais on le fait beaucoup en e-commerce, c'est de dire on va créer des contenus qui vont développer ces audiences. Et les audiences, on ne va pas se contenter d'essayer de cabosser les 1% de gens qui viennent et on va essayer de passer à 1,1% de taux de transformation. Le e-commerçant, et en général le site, raisonne souvent sur le taux de transformation qui est de 1%, 2%, 5% quand c'est la super fête, et raisonne assez peu sur les 99 ou 95% des gens qui viennent sur le site, qui ont tapé des mots-clés, qui sont venus par une publicité, qui vont venir et qui ne reviendront jamais. On a des mécaniques qui disent on va développer des audiences
sur des mots-clés et des contenus particuliers, non pas pour transformer directement, mais pour faire rentrer les gens dans un programme d'animation par l'email, par les médias sociaux. Donc aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est de collecter de l'email sur ces audiences qui sont moins transformatrices et ensuite de les mettre dans une logique d'animation. On fait ça avec des logiciels qu'on a développés. Ça permet, en général, quand on le fait bien, de doubler le taux de transformation d'un site de façon quasi instantanée. Ça, c'est des choses importantes. Le contenu, pas uniquement pour la transformation, mais pour l'animation et ensuite pour la fidélisation des prospects et non pas des clients. Les signaux sociaux, est-ce qu'il y a des questions par rapport au contenu ? Par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'hygiène, ça, le contenu est sûrement le point le plus important. C'est-à-dire que si vous avez un site de bonne hygiène mais qu'il n'y a pas de contenu, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas imaginer de positionner sur des mots-clés si vous n'avez pas les contenus. Vous ne pourrez pas être positionné dans un domaine concurrentiel si vous n'êtes pas au niveau de vos concurrents sur ces contenus-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les domaines concurrentiels, quels qu'ils soient, et aujourd'hui, je connais peu de domaines qui ne sont pas concurrentiels, tout le monde a fait ce travail de contenu ou est en train de le faire pour les derniers. Donc, ce n'est pas une impasse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire, bon, ben, c'est un critère qui est moins important que d'autres. C'est le préalable à ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien sans contenu. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Enfin, ça n'existe pas, ou alors je le connais pas. Ou il y a peut-être des cas exceptionnels. Mais globalement, ça peut difficilement se passer comme ça. Maintenant, on se pose la question des signaux sociaux. Alors, qu'est-ce que j'appelle signal social ? C'est un partage. Partage sur Facebook, c'est un tweet, c'est un partage sur Google+, pour ceux qui savent ce que c'est un pin sur une image. Est-ce que ces signaux qui sont envoyés par les internautes à d'autres internautes sont pris en compte par Google pour classer les sites? Alors, on a eu des réponses qui étaient fluctuantes dans le temps. Elles fluctuent toujours. Mais globalement, on a trouvé une façon d'enrober ça et une façon intelligente de l'annoncer. On a constaté par le passé qu'il y avait certains de ces partages qui avaient un impact direct sur l'évolution de positionnement d'un site, notamment dans Google+. Alors aujourd'hui, Google+, pas trop le vent en poupe. Il y a plein de gens qui sont dessus, mais qui savent... Enfin, globalement, plus personne ne s'en sert ou pas grand monde. Est-ce qu'il y a des gens qui servent de Google+ dans la salle ? Qui lève la main comme ça. Levez la main ? Ouais, un petit peu. Moins que des e-commerçants. Et moins que des gens qui ont refondu. Globalement, c'est quelque chose dont on se sert peu, mais on s'était rendu compte en 2013 que l'utilisation des partages sur Google+ et des plus avait un impact direct. On a fait un livre blanc là-dessus, on l'a retiré depuis, mais avait un impact direct sur l'évolution du positionnement d'un site. Les liens qui étaient produits par Google+ étaient extrêmement efficaces. Pardon ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Je ne sais pas. Parce qu'on s'en sert plus, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître et plus beaucoup de gens s'en servent. Je vais vous donner la fin de la réponse. On n'a pas refait de test récemment sur ce sujet-là. Par contre, on a toujours dit que sur Facebook, les partages sur Facebook n'avaient pas d'incidence et que ça participait pas à un meilleur référencement. Ça pouvait participer à une meilleure audience, par contre. Mais l'audience n'améliore pas le référencement. C'est le référencement qui améliore l'audience. Ça marche dans un sens, pas dans un autre. Donc cette question-là, on se l'est posée et on s'est dit, on a réfléchi en disant, quand on veut mettre en place une stratégie de linking dont je vais parler juste après, c'est-à-dire que trouver des liens qui vont me permettre d'améliorer mon référencement, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 50 liens que je vais trouver pour une page, pour un mot-clé. Ça, c'est suspect par rapport à Google. C'est des choses qui sont un petit peu risquées, mais ce que je disais tout à l'heure, si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut prendre ce risque-là. Une façon d'amenuiser ce risque-là, c'est de montrer à Google que ces contenus qui ont été liés à partir d'autres sites sont aussi partagés sur les médias sociaux, sont aussi pinés sur Pinterest. Et on va avoir des contenus qui se retrouvent sur différentes plateformes, qui sont eux-mêmes partagés. Et Google ne peut pas dire ces liens-là sont artificiels. C'est des liens qu'on retrouve sur Google+, c'est des contenus qu'on retrouve sur Facebook, c'est des contenus qu'on retrouve sur Twitter. Donc globalement, ça permet de naturaliser ces contenus-là, ça permet de naturaliser les liens. Et globalement, on va considérer que ce qu'on appelle c'est du linking social. Si vous regardez vraiment ceux qui obtiennent des liens naturellement. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà obtenu des liens naturellement. Globalement, ça n'arrive pas très souvent. C'est-à-dire que vous appelez Pôle emploi. Pôle emploi, toutes les mairies de France, elles font un lien vers Pôle emploi parce que c'est Pôle emploi. Et que pour rendre service aux gens qui cherchent du job, elles font un lien vers Pôle emploi. Il n'y a pas besoin d'appeler les mairies pour leur dire s'il te plaît, fais un lien. Alors, contrairement aux e-commerçants qui galèrent en général pour trouver des liens, il y a les offices de tourisme, par exemple, à qui on travaille. Globalement, ils disent à tous les professionnels du coin en disant fais-moi un lien si tu veux que je t'en fasse un. Et en général, ils ont intérêt à en faire un parce que sinon, c'est un peu dommage pour eux. On se rend compte que quand les liens arrivent naturellement, les partages qui y sont associés arrivent aussi naturellement. Donc on considère que si on a à faire des liens qui sont artificiels, parce qu'on est dans cette logique-là à un moment donné, ça doit être accompagné de partages sociaux, parce que dans la vraie vie et dans ce que rêve Google, ça se passe comme ça.
Donc on essaye de singer la réalité et de ce qui se passe naturellement. Et on va avoir des liens qui ne sont pas optimisés, on va avoir des liens qui sont partagés. On a fait une opération blogueur pour une marque de cuisine il n'y a pas très longtemps. On a sollicité des blogueuses sur un sujet donné pour faire des recettes. On a eu plein de retours. On ne leur a pas donné d'instructions à part sur le contenu. Elles ont toutes fait des liens. Il n'y en a pas un qui était utile pour le référencement. Il n'y en a pas un qui était fait comme il faut, comme on l'aurait voulu. On n'a rien demandé. Mais par contre, on a eu plein de liens vers la page Facebook, vers les pages en question. C'était complètement hétérogène, c'était pas du tout positif. Mais par contre, par rapport aux liens qu'on fait à côté, qui eux sont plus agressifs, ça permet de diluer tout ça. Si on ne donne pas des instructions directes et précises sur la façon de faire les liens, les gens le font de façon innocente en général, et ça a peu ou pas de bénéfice pour le référencement. Est-ce qu'il y a des questions? Partagez vos liens, partagez vos contenus. Je regarde toujours mon chrono. J'ai plein de temps. J'ai plein de temps. Si le contenu est roi, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien, alors on dit content is king, link is queen, c'est que le lien, c'est la reine. C'est-à-dire que ce que dit Google, c'est que si vous avez un bon contenu, naturellement, vous aurez des liens qui viendront vers ce contenu-là. Ça peut paraître évident. Dans la réalité, alors pareil, on va refaire le quiz. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui, naturellement, obtiennent des liens qui leur sont bénéfiques pour leur référencement? Je dis naturellement, c'est sans payer, sans demander. Est-ce qu'il y a des gens? Ah. Je vais sonder alors. Vous êtes dans quel domaine? Oui? La mode. Votre site, c'est une marque connue? Non, je ne connais pas, mais ce n'est pas une grande marque. Vous êtes sur quelque chose de très connu. Vous connaissez, voilà. Et madame, vous êtes dans quel domaine? Non, c'est une marque très connue? Non. Je voudrais voir après. Et il y avait une troisième personne. Vous êtes dans quel domaine? Administration. On peut la citer ou pas? Pardon? Chambre de commerce. Il y a certains types de contenus qui ont une facilité à produire des liens. Si vous passez à la télé, si vous êtes une marque de niche sur un sujet particulier, un truc très mode, très tendance, vous allez passer dans la presse féminine, globalement, vous allez avoir des blogueurs qui vont s'intéresser à vous parce que ça va être des reprises et ils s'inspirent de ce qui se passe dans des émissions télévisuelles ou dans de la presse plus traditionnelle. Et vous allez pouvoir obtenir des liens naturellement parce que les gens vont prendre vos produits, ils vont les montrer. Si vous êtes, je parlais de Pôle emploi tout à l'heure, vous êtes une CCI, Chambre de commerce et d'industrie, il y a certains autres acteurs institutionnels qui vont faire des liens naturellement vers vous parce que vous faites partie d'un tissu économique, d'un territoire et vous allez pouvoir obtenir des liens. Pas des milliers de liens, quelques liens. Mais par contre, des bons liens qui eux-mêmes sont bien pris en compte par Google parce que c'est des sites de collectivité, c'est des sites d'autorité. Sur une marque de mode, on va pouvoir avoir ce phénomène si c'est quelque chose d'un petit peu tendance, c'est un petit peu girly là peut-être, c'est des choses qui peuvent fonctionner comme ça. Mais les cas que je cite, alors il y en a sûrement plein d'autres, et puis je ne connais pas tout ce qui peut se faire, mais globalement, les liens, ils ne se font pas tout seuls. Quand on est les Échos, Libération, Le Monde, les gens partagent, les articles font des liens, parce qu'il y a de l'actu, parce que c'est chaud, parce qu'il y a des breaking news qui sortent, et là, on peut avoir des liens. Mais globalement, si vous vendez des pneus, c'est un sujet que je connais bien, je vous garantis que personne ne fera des liens vers vous, sauf pour dire que vous n'avez pas livré à temps. Mais par contre, je vous garantis aussi, c'est que si vous voulez être dans les 5 premiers sur le mot-clé pneus, vous êtes obligé de faire des quantités de liens qui sont astronomiques. Pourquoi? Parce que vos concurrents avant vous, on en fait encore plus. Donc c'est compliqué, c'est mécanique, parce que Google, ce que je disais au début, nous dit de ne pas en faire. Et en même temps, on constate que ceux qui sont là en font beaucoup et ils en profitent de façon éhontée. Et c'est pas très grave. Alors ce que je disais tout à l'heure, ce que disait DiCaprio, il dit c'est pas légal. Le problème, c'est que Google ne fait pas la loi en France, en tout cas pas encore, et les guidelines qui sont édictées par Google ne correspondent pas à la loi française. C'est-à-dire que Google dicte ses lois quand on est chez lui. Après, si vous ne les respectez pas, vous risquez juste de sortir de chez Google. Vous risquez rien d'autre. Alors ça peut être problématique pour une entreprise, mais c'est supportable. Ça n'enfreint pas la loi française ni européenne. On a l'obligation de passer du côté obscur sur ces questions de linking et contrairement à d'autres sujets sur le contenu, on doit faire des choses qui sont assez safe, assez simples. On n'a pas de possibilité de faire autrement. Alors souvent, moi j'ai des annonceurs qui me disent « Ah mais moi je voudrais être sur des sites de blogueurs influents, tu comprends, les liens, je veux des choses de qualité. » Je dis « Ben trouve-moi les blogueurs influents, puis on aura à leur parler. » Et puis quand on cherche un petit peu les blogueurs influents, ben
Souvent, ils ne le sont pas trop. Et puis, s'ils le sont un peu, ils demandent de l'argent parce qu'ils sont influents. Donc, et ça, c'est interdit. Donner de l'argent à un blogueur pour avoir un lien en échange d'un produit ou d'un billet, c'est interdit par Google. Donc, globalement, il faut faire attention. Donc, obtenir des liens gratuitement, facilement, sauf avoir un contenu exceptionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou alors dans des cas particuliers très exceptionnels. On ne peut pas suivre les guidelines, on est obligé de passer outre. Utiliser l'histoire des blogueurs influents, j'ai cité ce terme. Le fait de les démarcher, c'est contraire aux guidelines de Google. Le fait de leur demander, de leur donner de l'argent, c'est contraire. De leur donner des cadeaux, un bouquet de fleurs en échange d'un article, c'est contraire aux guidelines. Globalement, il ne faut pas faire de lien. C'est bon pour votre référencement, mais il ne faut pas en faire. Si tout le monde suit ces guidelines et tout le monde fait comme Google dit, personne ne bouge. Et il n'y a que ceux qui ont des contenus exceptionnels qui ont peut-être la chance de pouvoir voir émerger leur site. Sauf que globalement, ça n'arrive pas souvent. Tout le monde attend le prince charmant qui est le blogueur influent, sauf qu'en général, il se fait attendre, sauf sur des cas très particuliers et qui sont assez exceptionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bons liens et c'est qu'il y a des mauvais liens. J'ai parlé un petit peu au début des histoires de pénalités par rapport à Panda, Pingouin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, Google a lancé une mise à jour qui s'appelait Pingouin, qui a pénalisé notamment des sites qui avaient utilisé des stratégies de linking massif, c'est-à-dire qui avaient acheté des liens dans des annuaires, dans des sites de communiqués de presse à différents endroits. Google a identifié tous ces sites-là, enfin tous ces sites, une partie de ces sites-là, et on a pénalisé une grande quantité, alors pas tous. Nous, on avait un point de vue qui était le suivant déjà à l'époque, qui était de dire, je ne parlais pas encore du social, mais c'était de dire, si un contenu est vraiment, si un lien a de l'intérêt, il va être inséré dans un contenu qui parle de mon sujet. Je vends des pneus, mon lien il va être dans un site et dans un contenu qui parle d'accessoires auto, de bagnoles, de tuning. Google ne peut pas considérer que ce lien n'est pas bon parce qu'il est dans un sujet qui est le mien. Et Google ne peut pas interdire au site internet de faire des liens parce que le seul moyen, il n'y en a qu'un seul, pour passer d'une page à une autre, c'est de cliquer sur un lien HTML. C'est la base du web. Donc c'est difficile d'interdire tous les liens. Donc Google ne peut pas interdire tous les liens. Globalement, les meilleurs liens et ceux qui ont un impact sur le référencement, quelles sont les personnes qui utilisent l'artifice par une agence ou par eux-mêmes d'aller chercher des liens pour améliorer leur référencement? Il y a une dame dans la salle, il y a du potentiel. Il y a une salle à gros potentiel pour nous. Il y a une dame qui ose avouer tricher. C'est pas bien, mais il est probable que son référencement fonctionne. Les meilleurs liens sont des liens qui sont intégrés dans du contenu qui est plutôt homogène, c'est-à-dire que si vous vendez des orchidées et que vous allez faire un lien sur un annuaire qui parle de voitures, de jardinage, de maisons, de machin avec un lien, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors c'était avant 2011. Mais à 2011, ça commence un petit peu à dater. Donc globalement, les meilleurs liens, ils sont dans des contenus homogènes et dans des liens qui sont intégrés dans le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des articles sponsorisés ou des articles. Allez, parce que vous ne payez pas. Mais globalement, les bons liens sont là. Ils peuvent être aussi sur les médias sociaux, je les ai mis. Réseaux sociaux, du guest blogging. C'est en haut, à droite, que les bons liens se trouvent. Si vous avez plutôt des liens qui sont en bas à gauche, soit vous avez été pénalisé, soit vous le serez, soit votre référencement ne fonctionne pas. Annuaire, site de communiqué de presse. Quand vous parlez de linking avec quelqu'un qui vous parle de communiqué de presse ou d'annuaire, faut dire merci monsieur, à bientôt, et passez votre route parce qu'au pire, au mieux, ça ne fonctionnera pas. Au pire, vous allez vous retrouver avec un boulet à chaque pied et votre site il sera pénalisé. Si vous avez des liens, par exemple, votre site qui s'appelle annuairegratuitréférencement.com, il faut les enlever, il faut les faire défaire, il faut les désavouer. Ça revient à mes histoires d'hygiène de base. Si vous ne passez pas par là, à un moment donné, vous serez pénalisé, soit en restant cloué au sol, soit en redescendant à un endroit où vous n'avez pas envie du tout d'aller. Donc c'est important de l'avoir en tête, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement violentes en termes de résultats. Ce qu'on constate, c'est que sur les poteaux, s'il ne restait qu'un seul critère et qu'une seule chose qui faisait vraiment bouger le référencement, c'est le linking. De tous les points que j'ai cités tout à l'heure, ils ont tous de l'intérêt. C'est-à-dire l'hygiène, je vous dis que c'était vraiment important, le contenu c'est vraiment important. Mais si vous voulez, c'est tellement important que vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir du contenu, vous êtes obligé d'avoir un site propre. Il n'y a pas d'alternative. Par contre, finalement, vous les aimez bien les poteaux finalement. Quand il y a 3 personnes, il n'y en a plus qu'une. Les liens, c'est ce qui fait la différence entre un site correctement référencé et un site très bien référencé. Et les liens de qualité sont ceux qui vont permettre de vous accrocher à des positions qui sont exceptionnelles. Il n'y a pas de...
Je trouve pas de contre-exemple. Et puis nous, on regarde ça sur des centaines, sur des milliers de sites, et puis on regarde ce que font les concurrents. Et puis quand quelqu'un vient nous voir en disant j'ai quelqu'un qui a accroché la première position depuis des années, quand on regarde la réalité, c'est qu'il a un bon contenu, mais c'est qu'il a surtout des quantités de liens et une qualité de liens qui est exceptionnelle. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Et si avec un seul critère, j'aurais fait le même support il y a 2 ans, j'aurais dit la même chose. La nature des liens change un petit peu, l'évolution change un petit peu, mais si vous voulez, le critère discriminant, c'est celui-ci. Et la particularité, c'est que contrairement au contenu, il ne se voit pas. C'est-à-dire qu'à moins d'être un expert et d'avoir une agence qui creuse le sujet, le contenu, vous pouvez le lire avec vos yeux. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voir qu'il y a du bon contenu qui parle de pneus. Par contre, les liens, vous ne pouvez pas les voir, donc ce n'est pas une évidence. Et souvent, les gens mettent longtemps à comprendre que ce sont les liens qui ont été obtenus qui permettent d'obtenir cette performance. Et des fois, il suffit de 1, 2, 3, 4, 5, 10 liens pour exploser une position sur un mot-clé. Bon, voilà, si on reste qu'un, c'est celui-ci. Il y a une question de dosage. Contrairement à mes histoires d'annuaires en 2011 où il fallait 500 annuaires à 50 € pour être présent entre un site porno et un site de poker, aujourd'hui, ce sont des articles de qualité dans des sites qui tiennent à peu près la route. Quand je dis à peu près la route, c'est qu'ils ont déjà un peu de contenu, ils sont déjà à peu près en compte par Google, ils parlent d'un sujet qui n'est pas trop loin du mien. Ça, c'est bon. Si vous avez la chance d'avoir des blogueuses qui kiffent vos trucs, c'est le stade au-dessus. Mais il y a 3 personnes qui ont levé la main et il y en avait qu'un qui avait les blogueuses. Les autres, c'était plutôt de l'administration, c'était moins marrant. Pour faire bouger un mot-clé, pour retenir une règle, c'est pas intemporel, c'est pas vrai pour tout le monde. Vous êtes en 10e position, en 15e position, et vous voulez remonter dans un top 10, dans un top 5, c'est 20 liens qu'il faut. C'est pas 500 liens, c'est pas 1000 liens, c'est une dizaine de liens, c'est une vingtaine de liens. Si vous êtes en bas de la première page et que vous voulez remonter dans la première partie de la première page, c'est une vingtaine de liens qu'il faut obtenir. Voilà, en fonction des secteurs, en fonction des domaines. Je dis 20, mais dans certains cas, ça peut être 50, et dans d'autres cas, ça peut être 3 bons liens. C'est pas des milliers de liens, c'est pas des quantités d'annuaires, de trucs comme ça, c'est quelques beaux articles avec quelques bons liens, quelques encres, et tout l'enfumage social dont je parlais tout à l'heure qui vient autour et qui va montrer à Google que ces liens sont partagés, ont de l'intérêt et contenu d'intérêt parce qu'il est repris par des internautes, que ce soit des vrais comptes ou des faux comptes. Dernier point, avant-dernier point. Alors c'est une image, ça va peut-être pas vous parler, mais ça parle aussi pour ceux qui travaillent à la cybercité. C'est un message que j'envoie chez moi. Il faut savoir jouer la convergence entre le référencement naturel et le référencement payant. Ça n'a échappé à personne. Que depuis quelques semaines, Google a changé ses règles d'affichage et on n'a plus que 4 liens sponsorisés en haut de la page. On n'en a plus sur le côté à part du Google Shopping. Et ça a eu un effet tout bête, tout simple, un renchérissement direct des enchères qui étaient en haut de la page. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 3 annonceurs en haut, il y en avait 6, 7, je ne sais plus, sur le côté. Donc globalement, il y avait un peu de place pour tout le monde sur la première page. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc si vous voulez être dans les 4 premiers, il faut allonger. Ça coûte plus cher. Il n'y a que Google Shopping sur lequel on peut encore apparaître sur les côtés. Ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Et si on a des objectifs qui sont importants en termes de référence, si vous êtes dans le domaine du pneu, vous pouvez vous mettre sur pneu Michelin pas cher Z32X. Vous allez avoir 15 visites par mois. Si vous êtes sur le mot-clé pneu, vous allez en avoir 10 000 par jour. Donc à un moment donné, il faut choisir. Alors on peut dire oui, je travaille sur la longue traîne, qualification, taux de transformation. Vous allez vendre 3 paires de pneus par mois. Et dans l'autre cas, vous allez en vendre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines par jour. Donc à un moment donné, il faut choisir ses combats. Et on n'a plus le choix à un moment donné que d'aller taper sur des gros mots-clés. Alors il faut s'assurer que ces mots-clés-là transforment. Il faut peut-être les avoir testés déjà via des campagnes de liens sponsorisés. Mais il faut passer par une qualification. Il faut passer par ce jeu-là. Et sur des gros porteurs, sur des gros mots-clés, ce n'est pas le contenu qui va faire la différence. Tous vos concurrents ont le contenu. Ce sont les liens qui vont pointer. Et si vous prenez l'exemple du pneu que je cite et que je recite, vous prenez les 10 premiers, ce n'est pas le contenu, je vous garantis. Donc c'est du linking dosé. Il faut savoir jouer ensuite les visibilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur certains marchés, on peut se permettre, s'il y a peu d'annonceurs ou si je ne suis pas capable d'adresser tout mon marché. Je suis sur un secteur B2C où il y a des milliers, des centaines de milliers de clients. Je peux prendre une petite partie de ce marché juste avec mon référencement naturel. C'est-à-dire que je peux faire ma vie et développer mon business juste avec du référencement. Je vais être chez les puristes. Je suis en SEO et je n'ai pas besoin de dépenser, de mettre de l'argent sur Google. Ça, c'est marché vaste. Il y a de la place. Et en travaillant sur 1 ou 2 mots-clés génériques, un peu de long train, je vais faire mon business. Par contre, si je suis en B2B, que je vends des logiciels, il y a quelques milliers de visites par mois. Les mots-clés sont très concurrentiels parce que mes concurrents, ils sont américains
ils vendent des logiciels, c'est des boîtes gigantissimes. Je suis obligé d'avoir une stratégie de référencement forte, c'est-à-dire d'investir fortement sur tous les leviers du SEO. Et en plus, comme il y a 4 liens sponsorisés par-dessus, je suis obligé de travailler les deux. Donc je dois être dans une logique de domination et je dois faire travailler les deux en même temps. Et quel que soit le coût, sachant que le coût des affaires, le revenu des affaires qui sont derrière est extrêmement important. En B2B, on est dans une logique de domination. Si par contre, vous êtes dans ma première logique qui est de dire j'ai mon marché, il est croissant, je suis en B2C, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le budget pour tout arroser le marché en lien sponsorisé, vous allez être obligé d'être dans une logique de convergence, c'est-à-dire de travailler une analyse entre le référencement naturel et le référencement payant qui va dire là où je suis bon, je vais désinvestir en lien sponsorisé. Là où je suis mauvais, je vais investir en lien sponsorisé. C'est une mécanique qui est bête, c'est une parmi d'autres. Mais globalement, on a aujourd'hui mis en place des outils d'analyse qui nous permettent sur un champ sémantique de dire quels sont les annonceurs, comment ils annoncent, où est-ce qu'ils investissent, quels sont les segments du champ sur lequel ils investissent. Et ça nous permet ensuite de dire le revenu se fait sur tel type de mots-clés. Je suis en B2B, bon, j'attaque, j'ai pas le choix. Je suis en B2C, je vais trouver des zones sur lesquelles mes concurrents annoncent peu. Je vais trouver des zones sur lesquelles ils sont moins bons en termes de référencement et je vais investir là-dessus. Et ensuite, on va faire une stratégie de convergence entre les deux pour pouvoir arbitrer sur les moyens que je dois mettre sur mon référencement naturel. Est-ce qu'il faut que je mette beaucoup de contenu, beaucoup de liens, beaucoup de choses? Et est-ce que je vais mettre en publicité, en lien sponsorisé? Est-ce qu'il faut que j'annonce à mort là-dessus? Parce que dans tous les cas, je n'aurai jamais la capacité suffisante pour être présent en référencement naturel. Donc l'idée, c'est de jongler entre ces deux sujets-là et de les optimiser parce que les coûts sont de plus en plus élevés. C'est-à-dire que AdWords, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est un renchérissement direct du prix du clic. Le même clic, le même client. C'est juste qu'il coûte plus cher. C'est juste plus cher. Voilà. Avant, c'était 1, maintenant, c'est 1,20 ou c'est 2. C'est la vie, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ça sera encore plus cher. À un moment donné, les gens arrêteront d'annoncer. On a développé des outils qu'on appelle CyberTools qui nous permettent de faire ça. Je crois que c'était le 9e ou le 10e point. Une des choses importantes, c'est que Bob le bricoleur, il ne peut pas faire tout ça. Il ne peut pas faire et le linking, et l'édito, et la technique. Et quand on accompagne une société, un client dans une stratégie de référencement naturel ou de référencement payant, il y a un interlocuteur qui est un chef de projet. Et ensuite, on va avoir un rédacteur, peut-être. On va avoir quelqu'un qui fait du linking. On va avoir quelqu'un qui est un développeur qui va travailler sur le site, qui va développer des plugins pour Magento. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, quand on travaille sur un sujet, que ce soit SEO, c'est un peu moins vrai sur la publicité parce qu'il y a moins de choses. On a affaire à 1, 2, 3, 4 personnes dans une même société. Alors, je parle pour ma société parce que c'est moi qui parle, mais globalement, si vous avez affaire à du référencement, si vous avez une personne qui fait tout, c'est aujourd'hui pas possible. C'est pas possible. Après, les facteurs clés de succès pour un site peuvent être la création de contenu. Puis un an après, ça va être le linking, ou alors ça va être un problème de refonte. Donc après, en fonction de la temporalité du site et au moment où il est, on va pouvoir faire venir des experts différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une visibilité qui soit globale et forte, on a besoin d'avoir des équipes qui soient pluridisciplinaires et des personnes qui ont des profils assez variés qu'une personne ne peut pas tout faire. S'il y a des questions, c'est le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez nous retrouver sur notre stand, H15. Il y a des personnes qui vont venir devant si vous voulez nous parler ou poser des questions. Vous pouvez télécharger nos livres blancs sur notre site internet. Ce sont nos chefs de projet, nos rédacteurs, il y en a plus, mais je n'ai pas pu tous les mettre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.